donc qui sont ici, suivant la diapositive de la SRLF. Donc j'ai travaillé avec un certain nombre d'industriels pour avoir des grandes de recherche ou pour avoir des équipements essentiellement, en général à ma demande, sur proposition d'une présentation scientifique. Dans l'histoire de la réanimation et des conflits d'intérêts, il faut revenir à cet point un peu malheureux qu'il faut arriver à épurer de l'implication, que je crois c'est Michael qui a cité ça, de la firme Eli Lilly dans le début de l'implication des sociétés savantes de réanimation dans le sepsis. Pour refaire l'historique rapidement, publication très importante en 2001 de Gordon Bernard qui montrait qu'une molécule capable d'interférer avec disons la cascade de la coagulation, donc la protéine C activée recombinée, était capable de baisser la mortalité dans le sepsis. Donc information formidable puisque en fait jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de traitement spécifique du sepsis. Vous voyez les courbes de Kaplan-Meier, faites attention, l'échelle ne va pas jusqu'à 0, donc en fait ce n'est pas un écart si important, mais comme il y a 1500 malades, c'est un écart qui est significatif. Et cette étude a permis à Eli Lilly d'avoir l'obtention de la mise sur le marché par la FDA sous le nom de Xigris. Mais donc c'est une étude, c'est des résultats qui ne sont quand même pas énormes. Beaucoup de discussions autour de l'étude parce qu'il y a eu des changements du protocole qui ne sont pas majeurs, il y a eu des analyses de sous-groupes un peu compliquées, et finalement les ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes, en tout cas de la compagnie, qui s'est mise à développer une campagne de marketing très agressive, donc a rappelé Michael, qui a été sur deux plans. Un sur favoriser des initiatives décrivant comment il faut traiter le sepsis, et deux, favoriser des initiatives essayant d'aller à l'encontre de ce qu'ils ont appelé le rationnement en médecine, c'est-à-dire la surinterprétation financière dans la décision médicale. Et Lilly a sponsorisé de manière assez massive des départements d'éthique aux États-Unis pour lancer des campagnes contre le rationnement en médecine. Dans le cadre de la promotion du traitement du sepsis, il y a eu tout un tas d'initiatives comme ce type de publication. Et encore une fois, bien sûr, vouloir mieux traiter le sepsis, c'est absolument crucial et essentiel. Personne ne veut remettre ça en cause. Mais malheureusement, ces initiatives ont été ressenties de manière ambiguë, parce qu'on s'est aperçu très rapidement qu'évidemment, il y avait un conflit d'intérêts majeur, c'est-à-dire que auteurs et éditeurs avaient très souvent un conflit financier direct, non déclaré, avec la société Eli Lilly. Et puis, je dirais, le point culminant, ça a été malheureusement, parce que l'initiative est excellente, de vouloir améliorer la survie des patients en sepsis, ça a été la Sepsis Campaign, qui a été organisée pour utiliser les règles dites de l'evidence-based medicine, dont l'industrie raffole, pour faire des propositions, des guidelines sur la prise en charge du sepsis. Et les résultats de cette première Sepsis Campaign étaient édifiants. Il n'y avait pas de distinction à l'époque entre la force de l'évidence et les recommandations. Et vous voyez que le grade E, qui est le plus bas, c'est-à-dire vraiment très très faible évidence et très faible recommandation, dans le sepsis, le traitement anti-infectieux, les fluides, les vasopresseurs, tout ça, c'est grade E. Et les deux seules molécules qui ressortaient, c'est le traitement de la prévention de l'ulcère de stress, de la prophylaxie de l'ulcère de stress, qui est amusant, puisqu'aujourd'hui, c'est complètement remis en cause. Et évidemment, la molécule qui était ciblée par les gens probablement qui avaient, non pas les gens qui ont participé, il y a des gens extrêmement bien pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais les gens qui ont été à l'initiative de l'idée il faut faire des campagnes de ce type-là. Et j'étais bien placé à l'époque puisque j'étais l'éditeur d'Intensive Care Medicine. Ces guidelines étaient censés être publiés dans deux journaux, Critical Care et Intensive Care Medicine. 2004, à l'époque, il n'y avait aucune politique de déclaration de conflit d'intérêts. Et donc, il n'y avait aucun
même pas pour les participants à l'étude, mais sur le fonctionnement même du processus de cette guideline, il n'y avait aucune déclaration d'intérêt. Donc en gros, j'ai dû mettre en balance, après des semaines et des semaines de négociations, ma position d'éditeur en chef, en disant que je n'accepterais pas de publier ou alors je démissionnerais si on n'avait pas un statement indiquant quels étaient les financeurs de ce processus. Et donc, j'ai fini par obtenir le fait que c'est la seule déclaration qui a été indiquée dans cette guidelines, qu'à peu près 550 000 € avaient été dépensés pour mettre en place cette campagne, et 95%, comme vous voyez, étaient supportés par Eli Lilly. Et c'est une information que le public doit connaître. Ça ne veut pas dire que le travail qui a été fait était mauvais, parce qu'effectivement, l'évidence pour les fluides dans le sepsis ou pour les anti-infectieux est effectivement de grade E. Mais personne, comme médecin sensé, irait dire on n'est pas sûr qu'il faille mettre des antibiotiques dans un choc septique. Donc c'est un biais très important qui apparaît à l'évidence quand... et donc ça a amené évidemment à changer ensuite non seulement les déclarations de conflit d'intérêts, mais aussi les types, la façon dont les recommandations sont faites. Vous voyez, ça c'est les 2 premières campagnes. Je pense qu'on s'est petit à petit épuré de ça, mais c'est un point très important dans l'historique de ces conflits d'intérêts. Et malheureusement, ça relie la notion d'argent et de conflit d'intérêts à la notion d'agir mal. Vous voyez ce papier de Nature en 2005, les scientifiques agissent mal. Vous avez en numéro 3 des mauvais agissements, le fait de ne pas déclarer de l'implication avec des firmes qui ont des produits qui sont utilisés dans la recherche. Et donc, ça donne évidemment une très mauvaise image d'un monde médical qui, par exemple, cherche juste à améliorer la survie des patients en sepsis. Alors, la déclaration d'Helsinki qui déclare quels sont les principes éthiques pour la recherche médicale, et dont la dernière version, donc la première version était en 1964, la dernière version publiée en 2013, parle très largement des conflits d'intérêts. Il dit que le protocole doit être très clair, le protocole lui-même, sur les liens et les potentiels conflits d'intérêts. Le consentement qui est demandé aux patients, aux familles ou aux substituts de décision doit également informer des conflits d'intérêts. Je ne suis pas sûr que c'est toujours fait. Et bien sûr, enfin, la publication doit reporter ça de manière transparente. Vous voyez, il est dit que le report de recherche qui ne suivrait pas ces principes, donc de déclaration complète des conflits d'intérêts, ne devrait pas être accepté pour publication. Donc c'est vraiment très fort. Oui, j'en ai profité pour citer le fait que depuis 2013, la déclaration d'Helsinki demande que toute recherche sur l'être humain soit enregistrée avant de commencer toute inclusion. Toute recherche sur l'être humain, je sais qu'en France, les gens ne savent pas ça. Alors, je pense qu'il y a une histoire, il y a une culture de la relation à l'argent. Et j'ai voulu juste mettre ça parce que, d'abord, je trouvais ce livre très intéressant. C'est un livre qui est écrit sur l'histoire de Van Gogh vue d'une manière un peu particulière sur sa réussite financière. Sa réussite financière personnelle, elle n'a pas été brillante, mais la réussite financière de l'entreprise Van Gogh, elle a été... Il n'y a rien de comparable en termes de billions, de milliards produits par la production de Van Gogh. Et l'auteur, qui est le directeur de l'Institut de recherche Van Gogh à Amsterdam, donc qui connaît très bien, décrit la mentalité culturelle de Van Gogh qui est éduqué dans la religion protestante. Vous savez, il a voulu être pasteur pendant un moment. Il était dans une communauté catholique où il était protestant, où la production de richesse fait partie du rôle qu'on a sur Terre, finalement. Vous savez que c'est un peu cet esprit qui a animé le capitalisme en Amérique du Nord. C'est-à-dire que la relation à l'argent, elle est tout à fait naturelle et normale. Et la correspondance entre Vincent Van Gogh et son frère Théo, c'est centré sur le marché de l'art.
et sur la prédiction que le marché de l'art va changer et que financièrement, ça va être très productif. C'est-à-dire que cet artiste absolument incroyable, indescriptible, avait une relation tout à fait claire sur c'est important, c'est de faire de l'argent, c'est bénéfique. On vit dans des sociétés, en particulier en France, peut-être notre origine plus catholique, où il y a une culpabilité liée à l'argent qui fait qu'on va cacher ça. Et je pense que ça participe malheureusement à ce mélange négatif de non-déclaration des conflits d'intérêts, culpabilité, dont il faut sortir. Et je crois que cette séparation lien d'intérêt, conflit d'intérêt participe à ça. Je crois qu'il faut s'en échapper. Donc, c'est pour ça que les journaux ont mis en place des comités pour décrire comment, vous voyez une liste des journaux, mais c'est beaucoup plus important, donc les New England, JAMA, Lancet, etc., on décrit comment les publications devaient être écrites et comment on devait lister des conflits d'intérêts. Donc il y a en fait, le premier, c'est ça que j'ai voulu mettre, a été Martin Tobin, hein, qui dans l'American Journal avait mis en place une politique de conflit d'intérêts en 2003. Vous voyez, tout ça n'est pas si vieux. On ne va pas tout lire, mais il exprime qu'un conflit existe quand un jugement peut ou pourrait être perçu comme potentiellement pouvant être influencé par. Donc il n'y a aucune... on ne demande pas à ce qu'il y ait une action qui soit mauvaise, c'est juste une transparence et puis c'est au lecteur de décider si oui ou non ça a pu influencer la façon dont le papier est écrit ou même l'étude a pu être désignée. Alors en 2009, l'Académie des sciences aux États-Unis a fait un très très gros document qui est maintenant la référence et qui décrit le conflit d'intérêts est un ensemble de circonstances qui créent un risque que le jugement professionnel ou les actions soient influencées par un intérêt secondaire. Donc c'est bien un ensemble de circonstances, ce n'est pas une action qui est négative. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste dire ce qui se passe, ce qu'on fait, ce qu'on reçoit, ce qu'on gagne comme argent. Voilà la forme aujourd'hui qui est utilisée dans beaucoup de journaux, pas tous. Par exemple, Intensive Care Medicine n'utilise toujours pas cette forme. Donc, elle a l'intérêt d'être standardisée, on demande toujours les mêmes questions. Elle a des limites importantes, je pense, que je voudrais très rapidement décrire. Il y a des gens qui se sont intéressés aux effets pervers de ces déclarations de conflits d'intérêts. Un effet pervers évident, c'est de dire, ben voilà, les conflits d'intérêts sont déclarés, il n'y a plus de problème. Non, il y a la transparence de la déclaration. Après, il faut réfléchir comment ça a influencé. Dans un des travaux, dans une des publications récentes, là, il y a eu toute une série de publications à laquelle on a participé dans Intensive Care Medicine. On essaye de lister un petit peu toutes les limites de la déclaration actuelle. Et par exemple, et Djilali l'avait cité, on dit qu'il faut que ça se passe dans les 36 mois, ce qui est un peu ridicule puisqu'on sait que, par exemple, les grands essais multicentriques, ça dure beaucoup plus que 36 mois. Et on a vu des essais déclarés sans aucun conflit d'intérêt, alors que tout le monde savait qu'il y avait un financement industriel derrière, les auteurs disant « Ah bah oui, mais c'était démarré il y a plus de 36 mois ». Enfin, il y a tout un tas de limites comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc j'ai cité deux choses ici. La proposition qui avait été faite par Gordon Rubenfeld de dire comme le curriculum vitae, il faut un conflict vitae, c'est-à-dire qu'on ait une description continuelle, mise à jour de ces relations industrielles, ça pourrait être académique, à laquelle on peut se référer systématiquement. Ça éviterait que les questions soient différentes en fonction des journaux, ça éviterait qu'il y ait des dates, etc. Et ça éviterait qu'on dise « Oh, mais ça n'a pas de relation avec la présentation que je vais vous faire ». C'est pas à vous de dire que ça a une relation ou pas. J'entends ça perpétuellement dans les congrès disant ma présentation, mes conflits d'intérêts n'ont pas de relation. C'est important de savoir si quelqu'un est massivement financé par l'industrie, ça peut tout à fait influencer sa manière de voir et c'est important au lecteur de le savoir. Alors je reprends ce qu'a cité Djilali. Moi je trouve que malgré le fait que le site soit pas parfait, qu'il y ait des petits écueils, c'est vraiment une initiative remarquable de la part du gouvernement français d'obliger les industriels à faire une déclaration obligatoire. La grosse limite de ça, c'est que
médecin français qui est financé massivement par des industriels non français, il n'y aura pas de déclaration, puisque c'est obligatoire que pour les industries françaises, pardon. Mais je trouve que le principe est absolument remarquable, que je pense qu'il faut l'encourager, il faut continuer à le soutenir. Et comme tu disais, je pense à ce que les institutions s'en servent. Je pense que c'est très important. Voilà, je conclurai avec une longue diapo que je ne vais pas lire, mais pour dire que la culture de la médecine change. Certains disent que c'est une révolution, je ne sais pas si c'est une révolution, mais il y a tout un tas d'aspects culturels en médecine qui sont très différents aujourd'hui de ce que c'était à l'Inde, Gilali, quand on a commencé. Je pense que c'est normal qu'on s'intéresse au temps médical et qu'on s'intéresse à combien d'heures les jeunes font, à encourager les jeunes. Je pense qu'il faut s'interroger aux attitudes toxiques qu'on peut avoir dans la médecine. Je pense qu'il faut beaucoup plus s'intéresser au respect et à la dignité, promouvoir la place des femmes qui est tout à fait largement insuffisante. C'est pas compliqué à voir et à observer. S'intéresser à la place des patients et des familles qui seront du côté des choses positives. Il ne faut pas en avoir peur. Et je pense que cette transparence dans les déclarations de conflits d'intérêts, dans les relations qu'on a avec l'argent, eh bien, il faut que ça change aussi, comme cette révolution culturelle en médecine. Merci beaucoup.